Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Mehdi Nasseri, je suis gros hacker freelance et consultant en transformation numérique pour les startups et les TPME, ainsi que formateur pour des écoles supérieures et organismes de formation reconnus. Chez Naias, je suis mentor, jury et intervenant dans les modules de gros hacking, boîte à outils du gros hacker, CRM, marketing automation et fidélisation. Je vais tenter de vous expliquer mon parcours. Je vais essayer de faire vite. En cours, ce sera sûrement un peu plus long. Donc, passons à mon parcours. Donc, mon histoire commence à l'âge de 2 ans. Je suis un geek, né d'un papa informaticien et d'une maman puéricultrice. Donc, très rapidement, je me suis retrouvé face à un ordinateur et j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Vers l'âge de 12-13 ans, je me suis mis à jouer aux jeux de rôle massivement multijoueurs, comme World of Warcraft. Et donc, à l'intérieur de ces jeux de rôle, on devait bien s'exprimer, bien communiquer. Sinon, on se faisait carrément bannir du serveur. On ne pouvait plus jouer. Donc, ma mère étant passionnée de littérature, je lui ai demandé de me conseiller des livres et j'ai lu énormément de livres. Je me suis pris de passion pour la littérature. Et dans le même temps, je suis devenu modérateur et administrateur dans les jeux vidéo dans lesquels je jouais et aussi sur les forums de ces mêmes jeux vidéo. Donc, j'ai tout simplement continué sur un bac L en termes de formation, vu que j'avais des facilités en littérature. Je voulais une prépa littéraire, mais la conseillère de désorientation m'a donc conseillé d'aller plutôt à Saint-Denis et à Villetaneuse, vu que j'habite à Drancy dans le 93. Je savais que c'était pour respecter des quotas à l'époque. C'est pour ça qu'elle me conseilla si mal. Donc, j'ai donc choisi d'aller à la Sorbonne, Paris 4, afin d'obtenir une licence de lettres modernes appliquées. Quand j'ai eu ma licence en poche, j'étais de plus en plus attiré par la recherche de la vérité et l'investigation journalistique, parce que c'était l'avènement des fake news. Donc, j'ai commencé dans le journalisme et dans le SEO en même temps, l'optimisation des moteurs de recherche, en tant qu'aide archiviste au magazine de la santé. Très rapidement, j'ai décidé de faire un Master 1 et un Master 2 de journalisme à l'ISFJ, où j'ai soutenu 2 thèses, une sur l'infobésité, le fait d'avoir trop d'informations à récolter et que les journalistes sont là pour trier ces informations, ça reste de la théorie, et une sur la génération multitâches, ou multitaskers, qu'on verra un peu plus tard. À la fin de ces 2 masters, je me suis retrouvé sans emploi, alors que j'ai envoyé un bon millier de CV et de l'aide de motivation personnalisée, que je me suis déplacé. J'ai reçu 3 réponses négatives sur environ 1000 CV, 987 pour être exact. J'ai décidé de changer mon nom et mon prénom, mon adresse postale. J'ai envoyé 100 CV, j'ai reçu 16 réponses, dont 13 positives. Vu que j'avais fait environ 6 stages en 2 ans et que j'avais fait des stages payés 0 € pour 40 heures de travail dans la semaine, je me suis dit qu'il fallait peut-être changer de voie pour le moment et y revenir peut-être un peu plus tard. À ce moment-là, mon père, il se retrouve au chômage. Il était devenu responsable informatique entrepôt de marque de prêt-à-porter de luxe. Et donc, on se retrouve, l'ancien et le jeune, à se regarder et à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, au lieu de chercher un nouvel emploi, on a décidé de devenir entrepreneur. Donc, on est devenu entrepreneur par nécessité. Personnellement, je me suis vite rendu compte que je n'avais pas assez de compétences pour monter un business. J'ai donc commencé à me former en informatique à l'école 42, dans la piscine de l'école 42. Donc, j'ai fait un mois de 400 heures, soit 13 heures de code par jour, sans aide, sans prof et avec des camarades. Là-bas, j'ai rencontré un développeur de génie qui a hacké, piraté l'école 2 fois en un mois. On s'est bien entendu et on a décidé de créer des projets ensemble, type Majoradom, qui est un moteur de recherche de services à la personne qui est gratuit, Place de la Justice, une plateforme entre avocats, résidents et vacataires. Et tout simplement, voilà, notre seul business model à l'époque, c'était on va se faire racheter par Google. Donc, ce n'est pas vraiment un très bon business model. Donc, j'ai décidé de passer par une association, Nos Quartiers des Talents, qui prennent tous les bac+4 sans emploi et qui les aident à avoir des formations gratuites. Et donc, ils m'ont aidé à rentrer dans la majeure entrepreneur d'HEC Paris. Là-bas, j'ai fait la mission création d'entreprise où j'ai obtenu la mention très bien, mais on nous a annoncé que les NQT, les Nos Quartiers des Talents,
n'obtiendraient pas le diplôme en fin d'année, parce qu'on ne payait pas en fait. À ce moment-là, j'ai eu de la chance parce que le CELSA, une grande école de communication reliée à la Sorbonne, m'a contacté pour intégrer leur master spécialisé entreprendre Bac+6 et surtout pour soutenir une thèse professionnelle sur le growth hacking. Donc j'ai soutenu cette thèse, j'ai créé 2 concepts, le growth thinking et le lean politique français. La thèse consistait en la création d'un réseau social citoyen fonctionnant comme un logiciel de gestion de campagne. Après, je voulais une formation vraiment plus grosse, donc j'ai été à The Family, qui est un incubateur, accélérateur qui fonctionne comme une grande famille, et j'ai intégré la track grosse de la formation Lyon. Donc, durant toutes ces périodes de formation, je testais des projets pour trouver de nouveaux grosses hacks pour mon entreprise de progiciel, donc de logiciel d'inventaire et gestion de stock, qu'on a appelé DevConsult, mon père et moi. Et grâce à ces formations et aux compétences de développement de mon père, on a réussi à vendre nos logiciels, nos progiciels aux vieux campeurs, à Tara-Jarmon, à Bonpoint. Mais de plus en plus, on me demandait de donner des formations en réseaux sociaux, en growth hacking, et de faire aussi des missions de growth hacking. Donc, j'ai commencé tout simplement à faire des missions de freelancing. Et j'ai fait plein de tests, donc d'où ma petite boutique geek avec des tests de grosses hacks e-commerce. Je me suis fait contacter par Orange Business en 2 semaines. Crème de la Crème, qui est une marketplace de freelance où j'étais disponible. Superprof, qui est une marketplace de prof freelance où je suis encore disponible. Je travaillais pour Skycode, qui est une boîte de la Silicon Valley. Captain Freelance, qui est une marketplace de freelance que nous avons commencé par un blog pour finir avec plus de 100 000 utilisateurs, dont plus de 10 000 utilisateurs actifs. Ensuite, j'ai travaillé pour Ziki, Station F, Sweet 7, Sweet Heaven, des box de vin. Donc, Just for You, My Mentor, et j'ai fait les formations pour l'IESA, l'IEG, Epitech, etc. Désormais, j'ai donc décidé de pivoter mon entreprise de logiciels pour devenir une agence digitale de growth hacking. Et je suis associé et gérant d'une agence de conseil en images de marque professionnelle et personnelle. Je forme régulièrement chez Naias et je travaille de l'autre côté en même temps pour un centre de formation d'agents de joueurs de football, qui n'est pas une start-up, et pour Sofa Industrie, qui font de l'ameublement de luxe. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc, passons à la suite. Qu'est-ce que le growth hacking? Selon Wikipédia, je n'ai pas été chercher loin, le growth hacking est un ensemble de techniques de marketing permettant d'accélérer rapidement et significativement la croissance d'une start-up. Concept importé des États-Unis, le mot apparaît en 2010. Son créateur est Sean Ellis, le fondateur de growthhackers.com. Seule la deuxième partie est encore vraie. La première partie de la définition est désormais fausse. Et c'est pourquoi nous allons voir ensemble son évolution dans le temps. Donc, le growth hacking est un phénomène qui se mêle parfaitement avec les startups technologiques. Dans les années 2000-2010 en Californie, dans la Silicon Valley, les startups manquaient cruellement de personnel qualifié et surtout pluridisciplinaire. Elles souhaitaient trouver des développeurs informatiques excellents dans le marketing ou des analystes statistiques intéressés par le web design. Donc, les premiers growth hackers ont été embauchés durant cette période. Ce genre de profil de growth hacker permet de créer une première typologie du growth hacking. Mais on va vite se rendre compte que le growth hacking et le métier du growth hacker évoluent constamment. Donc, le growth hacker évolue constamment en parallèle de l'évolution du growth hacking. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il se doit d'apprendre régulièrement de nouvelles techniques, d'être curieux, autodidacte, de se former à de nouvelles compétences. Dans les années 2013-2014, les growth hackers manquaient déjà dans la Silicon Valley. Malgré des salaires à 6 chiffres l'année, il n'y en avait plus. Donc, les startups ont donc jeté leur dévolu sur un panel plus large de candidats venant d'écoles de graphisme, de commerce, de communication et de marketing. Un gros hacker se devait d'expérimenter du nouveau contenu créatif par rapport aux données recueillies, tout en essayant d'automatiser et de scaler les process. Cette seconde typologie est plus appliquée que la première, mais n'en reste pas moins incomplète. Vous allez me dire, c'est quoi c'est quoi un gros hacker maintenant? Donc, un gros hacker aujourd'hui, ça ressemble plus à cette typologie, la troisième typologie. Plus aucun gros hacker américain n'est disponible. Ils viennent faire leurs courses en Europe et en Asie. Les nouveaux gros hackers semblent plus axés vers les ressentis
l'expérience utilisateur, les comportements, la psychologie des utilisateurs. Les bases du gros hacker n'ont pas changé. Il est créatif, curieux, ingénieux et s'aide de toutes les sources qu'il a à sa disposition. Cette troisième typologie du gros hacking montre bien l'évolution sur quelques années. Il y a de nombreuses théories qui sont écrites à ce sujet. Cependant, lorsque nous voulons du concret, il faut trouver les stars du gros hacking. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le créateur du terme, et donc du métier. Donc, c'est Sean Ellis, qui a créé ce terme au moment de se trouver un remplaçant pour la startup Dropbox. À l'époque, il était CMO de Dropbox. Ne sachant pas comment définir son métier, il se donna le titre de gros hacker. À l'époque, son but était d'accroître un maximum la base de données utilisateur par n'importe quel moyen nécessaire. Son métier mêlait donc de nombreuses compétences cross-disciplinaires, rappelant les fameux T-shape et M-shape. Je vais vous en parler juste après. Donc, un gros hacker se devait d'avoir trois choses. Il se devait d'avoir un mindset de hacker, de bidouilleur, pas de hacker pirate, plusieurs expertises et surtout de travailler avec des startups. De par ce principe, les gros hackers sont des talents variés, évoluant souvent dans le secteur des startups. Ils vont du développeur web full stack avec une fibre marketeur au web designer féru d'analyse de données, en passant par le marketeur créatif, automatisant tout ce qu'il peut automatiser dans la startup. Donc, le gros hacker a des affinités avec le marketing, la com, les données, le développement, l'informatique, les systèmes d'information, le management, le design, les médias, les réseaux sociaux, le web 2.0, etc. Et il est expert dans plusieurs de ces domaines. Pas dans tous, mais il est expert dans plusieurs de ces domaines. Et bien entendu, il doit connaître les notions de base dans les autres domaines où il n'est pas expert. Ce qui est intéressant, c'est que les gros hackers existent dans tous les métiers actuels. L'état d'esprit d'un gros hacker peut être partout. Le mindset, donc l'état d'esprit, se veut libre, itératif et empli de curiosité. Si vous voulez tout simplement tester votre T-shape ou votre M-shape, d'accord, vous pouvez, je vous ai mis un exemple de T-shape ici, et vous pouvez remplir, il y a un formulaire qui s'appelle T-shape sur hubspot.com avec vos propres compétences. Donc, grâce à toutes ces compétences, un gros hacker peut travailler sur tout l'entonnoir de conversion d'une entreprise, de la notoriété au revenu. Un entonnoir de conversion, qu'est-ce que c'est? Donc là, on passe un petit peu plus aux choses sérieuses, avec un peu plus de technique. Une des parties intégrantes du gros hacking est de bidouiller la croissance d'une startup en se basant sur le modèle AARRR, ou AR, qu'on appelle aussi framework AR. Donc, pour répondre aux petites questions, acquisition, c'est comment nos utilisateurs nous trouvent. Activation, nos utilisateurs ont-ils une bonne première expérience? Rétention, nos utilisateurs reviennent-ils? Recommandation, nos utilisateurs en parlent à d'autres. Revenu, comment faisons-nous de l'argent? Bon, c'est un peu compliqué de comprendre juste avec ce schéma. Donc, je vous ai mis celui-ci. Je vous donne un petit exemple. On va faire de l'acquisition via du SEO ou via des relations presse. On arrive à acquérir un internaute par n'importe quel canal d'acquisition. On l'active, donc on va activer un internaute. Ça peut être une inscription à votre newsletter pour un site vitrine ou la création d'un profil pour une marketplace. Ensuite, on va les retenir, les fidéliser, ce qu'on appelle la rétention. Donc, on fidélise les utilisateurs, les prospects, les leads ou des clients à revenir consulter nos offres régulièrement. Ensuite, on a le referral ou référent ou recommandation. Je préfère recommandation. Donc, recommandation de notre startup par des utilisateurs, des prospects, leads ou clients à d'autres internautes ou à leur entourage. C'est la base du bouche à oreille, bien entendu. Oui, effectivement, n'hésitez pas à me poser des questions. Je reviendrai à la fin, je vous laisserai 10 à 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, à chaque fois que vous avez des questions, commencez tout de suite à les poser. Donc, le revenu, c'est le lead qualifié qui paye et devient client. Il faut alors le retenir, donc faire de la rétention, le fidéliser, et qu'il nous recommande. Donc, on fait des boucles. On n'arrête pas de boucler, d'itérer les process. Tout ce que vous voyez ici, c'est un funnel. C'est ce qu'on appelle un funnel ou un entonnoir de conversion. Donc, cet entonnoir permet la création de pipelines en lien direct. D'accord, c'est hubspot.com, excusez-moi.
HubSpot.com pour faire le T-shape. Donc, cet entonnoir permet la création de pipelines en lien direct avec les sales qui closent les deals, justement. Donc, le gros hacker n'est pas en compétition avec les business développeurs, ni avec les webmarketeurs, ni avec les traffic managers, ni avec les commerciaux. D'accord ? Un gros hacker se concentre sur tout le funnel. Et récemment, vu que le métier du gros hacker évolue, que le gros hacking évolue, même les process qui sont dans le gros hacking évoluent. Donc, maintenant, on a rajouté une case, c'est Gross Tribe qui a rajouté cette case, qu'on appelle Awareness. Donc, l'awareness, c'est la notoriété, l'irréputation ou la brand awareness, par exemple. Donc, ce nouveau modèle, c'est ce qu'on appelle un pirate funnel. C'est vraiment le funnel de conversion actuel du gros hacker. Et donc, imaginons que vous êtes webmarketer, vous allez plus vous concentrer sur l'acquisition et l'awareness. Traffic manager, vous allez même aller jusqu'à l'activation parfois. Vous allez rarement prendre tout le funnel de conversion. Un gros hacker est là pour ça. Dans quel but ? Donc, en fin de compte, le but, c'est d'obtenir de l'attraction. Donc, il faut faire attention, hein. L'attraction, c'est pas des tractions. D'accord ? Moi, je pensais que c'était ça au départ, mais en fait, non. Quand vous allez dans des salons d'entrepreneurs, Porte de Versailles, par exemple, vous pouvez voir beaucoup de personnes avec un col roulé noir, des lunettes et une démarche étrange, et qui vous parlent de traction. Oui, moi, ma startup, elle fait de la traction. Mais personne ne comprend. En fin de compte, la traction, c'est tout simplement le fait d'utiliser un levier de croissance et de tracter vers le haut, que ce levier de croissance nous tracte vers le haut tous nos KPI, enfin la majorité de nos KPI, donc nos indicateurs clés de performance. Ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être le panier moyen, le nombre d'utilisateurs actifs, etc., etc. Mais on a trouvé un ou plusieurs canaux leviers de croissance pour obtenir cette traction. Donc, en réalité, le gros hacking n'a pas de définition, mais tous les gros hackers s'accordent sur 3 caractéristiques récurrentes. L'état d'esprit de bidouilleur, hacker, le pirate funnel qu'on a vu, et la croissance exponentielle comme indicateur clé de performance, donc chiffre d'affaires ou autre. Maintenant que vous savez ce qu'est le gros hacking et ce qu'est un gros hacker, je vais vous décrire quelques exemples de gros hacks rapidement, de bidouillage de croissance, pour que vous donniez des exemples sur ce qu'est le gros hacking. Donc, le premier gros hack répertorié, c'est celui d'Hotmail, en juillet 1996, qui ont décidé tout simplement de rajouter PS I love you, get your free email at Hotmail, avec un lien URL vers une page d'inscription à Hotmail, dans tous les messages envoyés via une boîte Hotmail. Donc, si vous aviez Hotmail et que vous envoyez un message à votre patron ou à des amis, etc., des proches, il recevait PS I love you. Donc, ça a créé, on va dire, des bad buzz et des good buzz. Tout dépend des cas. Mais ça a surtout créé de la croissance. Plus de 3000 utilisateurs par jour, atteignant 1 million d'utilisateurs en 6 mois, 2 millions d'utilisateurs 5 semaines plus tard, vous voyez la croissance exponentielle, ce qui a réuni en tout 12 millions d'utilisateurs en 1 an et demi. Donc Hotmail a été racheté par Microsoft 400 millions de dollars en décembre 1997. Donc 1 an et demi plus tard, grâce à cette base de données qu'ils ont réussi à créer. Vous avez l'exemple de Twitter. Donc Twitter, ce qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte avec l'expérience utilisateur que tous leurs utilisateurs actifs, c'était des personnes qui, quand elles s'inscrivaient, suivaient au moins 20 comptes, minimum. Et que tous les utilisateurs inactifs suivaient moins de 20 comptes. Donc, désormais, dans certains pays encore, hein, c'est encore actuel ce gros hack, à chaque inscription, à chaque fois que vous voulez vous inscrire à Twitter, vous êtes obligé de suivre 20 comptes. D'accord ? Ça a permis d'augmenter la rétention des utilisateurs, d'accord ? Et d'augmenter donc les utilisateurs actifs, très simplement. Petit exemple de Dropbox. Dropbox n'a pas d'argent, il décide de faire appel à un motion designer pour créer une vidéo d'un logiciel qu'ils veulent créer mais qu'ils n'ont pas les moyens de créer. Ils le postent sur YouTube, ils font le tour des investisseurs avec cette vidéo en faisant un petit peu croire que le logiciel existe déjà. Ils se font investir plus de 10 millions et grâce à ces 10 millions, ils ont pu créer le logiciel. D'accord ? Alors qu'ils ne l'avaient pas encore créé, hein. C'est juste une maquette ce que vous voyez.
Dernier exemple, la cooptation d'Uber, la course gratuite, la fameuse course gratuite. Donc, ça permet de faire fonctionner le bouche à oreille, hein, tout simplement. Et donc, ça, c'est de la recommandation. Ça a permis de faire exploser le nombre d'utilisateurs actifs aussi d'Uber. Je vous ai mis quelques petits liens. Pour aller un petit peu plus loin dans le gros hacking, je vous ai mis Sean Ellis, le papa du gros hacking, Paul Graham, qu'on appelle le papa des startups, investi dans des centaines de startups, Neil Patel, qui est un gros marketeur technique, Brian Balfour, qui est un investisseur serial entrepreneur, et ensuite vous avez les Français, Oussama Hamar, qui a été l'un des premiers à amener le gros hacking en France, Camille Bess, qui a un site internet ultra intéressant, comme Courtois et Julien Lecoupenec, qui sont deux consultants en gros hacking, justement. Je vous ai mis quelques blogs, d'accord. Vous irez faire un petit tour. Vous avez des blogs vous avez des articles en français, surtout sur webmarketing.com et 2.io. Sur les autres, c'est souvent en anglais. Le blog d'HubSpot est assez puissant aussi. Je vous ai mis quelques livres. Ça, on en parlera en cours, hein. Mais Lean Startup, quasiment tout le monde le connaît. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais c'est tout ce qui concerne les méthodes agiles. Disruption, c'est vraiment pour acquérir un petit peu l'état d'esprit, justement, de cette transformation numérique et de ce nouveau monde. La méthode Sprint, vous en avez déjà entendu parler. Ça vient de Google Ventures, le fonds d'investissement de Google. Et c'est comme ça qu'il fonctionne pour nous sortir des mises à jour de produits toutes les semaines. Et la fameuse semaine de 4 heures. Donc, il faut faire attention à la semaine de 4 heures. Semaine de 4 heures à partir du moment où on a déjà travaillé sur le projet et qu'on délègue. À partir du moment où on délègue, par exemple, un site e-commerce dans lequel on a déjà travaillé et qu'on sait quoi faire et tout automatiser, on peut effectivement passer une semaine de 4 heures. Mais il y a un énorme travail avant qui ne fait pas 4 heures dans la semaine. D'accord ? C'est beaucoup plus d'heures. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez essayer de créer des revenus récurrents via de l'automatisation. Je vous ai mis des podcasts, je sais qu'il y en a qui aiment bien écouter. Donc, grosshacker.tv, là, c'est des podcasts en anglais avec des interviews de gros hackers. Je vous ai mis 3 podcasts en français, Les voies du design thinking, ultra intéressant. Pour des nomades digitales, les freelances, etc. Et je vous ai mis un autre podcast qui est beaucoup plus business, marketing. Je voulais voir avec vous, c'est quoi une journée type du gros hacker, parce qu'on me le demande souvent. Donc, ça change du tout au tout selon l'expérience, l'entreprise, le type de mission, l'équipe, le contexte. Ensuite, ça change aussi par rapport aux différents profils de gros hackers. Donc, il y a des similitudes qui restent tout de même à souligner, mais les spécialisations font pour beaucoup dans la journée d'un gros hacker. Ainsi, un gros marketeur ne fera pas la même chose, la même journée qu'un gros manager ou qu'un gros stratégiste, par exemple. De plus, un gros hacker qui évolue dans une grosse team, donc c'est un nom bizarre, hein, mais c'est une équipe de grosses, n'aura pas les mêmes tâches à accomplir qu'un gros hacker freelance. Donc, je vais tenter ici de lister quelques tâches communes et spéciales qu'un gros hacker lambda doit savoir faire. Donc, je vous ai mis, ne faites pas attention forcément aux flèches, hein. Les flèches peuvent aller dans tous les sens. Tout dépend de... alors, certains des livres, oui, la majorité des livres, vous pouvez les trouver en français, hein. Donc, la journée de gros hacker, la veille, vous faites plusieurs veilles sur des secteurs utiles à la startup. Vous pouvez utiliser la méthode PESTEL, les études de marché. Vous pouvez utiliser comme outil Google Trend, Pocket, Evernote, Feedly, etc., etc. Vous avez ensuite l'analytics, c'est la lecture des statistiques de la veille, de la semaine et des comparatifs semaine par semaine, extraction des rapports statistiques, envoi des rapports avec des explications sur les statistiques envoyées, parce que sinon, votre client ne comprend pas forcément si vous lui envoyez des rapports sans explication. Les outils de base, hein, Google Analytics, vous avez Kissmetrics, Mixpanel, etc. Ensuite, vous avez scrapping, la recherche de BDD utiles à scraper afin de récupérer des leads qualifiés ultérieurement. Scraper les BDD ciblés, vérifier et tester les mails, faire un rapport détaillé, envoyer un doc Excel avec mail qualifié et vérifié au responsable. Donc, vous pouvez utiliser Email Hippo, Mail Tester, Email Hunter, etc. Vous avez du SEO, référencement naturel, qui est la recherche de mots-clés, d'expressions clés utiles pour les objectifs de la startup à long terme, voir les tendances de nouveaux mots-clés et de nouvelles expressions clés. Vous pouvez tester votre propre référencement naturel, intégrer des métadescriptions de qualité et bien balisées, créer du contenu en rapport avec les expressions et la niche ciblée.
Vous pouvez utiliser pour cela WooRank, SEMrush, Yoast SEO. Alors, un instant, on veut que je développe plus le scrapping. Donc, le scrapping, hein, c'est l'extraction de données. Il faut faire attention surtout avec la RGPD. Hein. Vous n'avez le droit d'extraire que des données qui sont publiques. D'accord ? Pas le droit d'extraire des données privées. Et donc, vous extrayez, par exemple, je ne sais pas moi, vous allez sur les pages jaunes, vous tapez une recherche. Au lieu de tout écrire à la main, d'accord, les 10 pages de contenu que vous venez de voir d'adresse ou de téléphone, vous pouvez tout simplement vous pouvez utiliser un outil de scrapping pour extraire les données sans avoir à tout copier à la main ou sans avoir à faire un copier-coller dans un Word ou dans un bloc-notes, par exemple. Donc, je reprends SEO, SIA maintenant. Donc, ça, c'est la recherche de mots-clés et d'expressions clés en rapport avec la startup. Cibler un maximum les audiences. Vous segmentez, segmentez, segmentez. Vous créez plusieurs audiences cibles. Vous testez les campagnes publicitaires avec de petits montants. Vous en sortez des rapports détaillés, des statistiques clés. Avec accord des responsables, vous engagez plusieurs campagnes avec plus de budget et vous en sortez des rapports détaillés, des statistiques clés, des conclusions. Ensuite, vous réitérez. Donc ça, c'est AdWords la plupart du temps. Donc, je vais essayer d'être un petit peu moins technique. Marketing et management des réseaux sociaux. Donc là, vous pouvez créer une nouvelle image pour la startup, vous créez les réseaux sociaux, vous les développez, vous les gérez, vous planifiez les contenus éditoriaux, etc. Vous pouvez utiliser le storytelling, vous essayez d'engager une communauté forte, ce qu'on appelle aussi community building, qui est de plus en plus important. Il y a même le métier de community builder qui existe. Et vous essayez d'obtenir des feedbacks, des retours utilisateurs, d'expérience client, etc. Donc, vous pouvez utiliser Buffer, Outsuite, Medium, etc. Vous avez le SMO, l'optimisation des réseaux sociaux, qui permet de développer les réseaux sociaux. Vous allez créer ou développer les pages entreprises sur les réseaux sociaux. Vous allez optimiser les taux d'acquisition, d'activation, de rétention et de referral venant des réseaux sociaux. Donc, vous pouvez utiliser des TweetDeck, BuzzSumo, Sumomi. Ça va vous permettre d'augmenter avec peu de moyens votre trafic. Vous avez ensuite le SMA, les publicités sur les réseaux sociaux. Vous étudiez le marché, vous ciblez les audiences, créez des campagnes tests, lancez les campagnes tests, vous créez et lancez les futures campagnes en fonction des résultats aux précédents tests. Donc, c'est souvent de l'itération. Hein. Donc là, vous allez utiliser AdWords Display, Facebook Promotion, Twitter Cards, etc. Ensuite, vous avez le cold mailing. Le cold mailing, c'est vous allez étudier le marché, cibler des audiences, obtenir les mails de ces audiences, segmenter les audiences, créer différents contenus par rapport à ces segments ciblés, donc à ces audiences, et vous allez lancer des campagnes tests sur un échantillon de segments. Vous allez apprendre des tests et ensuite vous allez lancer des campagnes optimisées. Donc ça, c'est vous allez utiliser du Mailchimp, du Sendinblue, etc. Vous avez l'automatisation. Vous cherchez ce qui peut être automatisé dans tous les process de l'entreprise. Vous trouvez des outils adéquats à chaque situation et problématique. Vous automatisez par exemple le SMO, l'optimisation des réseaux sociaux, et par la même occasion, 3/4 de la gestion des réseaux sociaux. Vous allez tout planifier pour ne plus carrément, ne plus aller mettre la main dans les réseaux sociaux, par exemple. Vous pouvez automatiser les campagnes SIA. Il y a toujours de l'optimisation à faire, hein, mais vous pouvez quand même automatiser la majorité des campagnes SIA, de référencement payant ou de publicité sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser pour cela Zapier, IFTTT, Trello et plein d'autres choses. Ensuite, vous avez le sales funnel. Donc, vous étudiez le marché, vous ciblez les audiences. C'est toujours le même process. Hein. Vous segmentez encore les audiences. Vous allez créer des tunnels de vente différents selon l'audience. Et vous allez essayer d'acquérir des prospects grâce aux techniques de growth hacking. Donc, ça va vous permettre de générer des leads, de les assigner, de les catégoriser, et ensuite de qualifier ces leads. Un lead, ça peut être un client ou un utilisateur actif, par exemple. Vous allez utiliser pour cela des CRM, souvent, Insightly, Zoho, Salesforce, etc. Ensuite, je vous ai mis Design Thinking, parce que c'est surtout la créativité. Le fait d'itérer souvent, c'est qu'il faut sans cesse se renouveler. Donc, il faut amener de la créativité, de l'émulsion et des outils à l'entreprise. Donc, il faut montrer l'état d'esprit du gros hacker entre croissance et bidouillage, faire comprendre le mindset à toute l'entreprise, insuffler une nouvelle vague d'idéation pour que les gens se posent des questions et n'aient pas peur de donner leurs idées. Et ça peut faire émerger des talents cachés.
Pour cela, on va utiliser du brainstorming, des brainwriting, des scampers, etc., etc. Donc, c'est plein de techniques de design thinking. Vous verrez pas mal de ces techniques dans les voies du design thinking, le podcast de tout à l'heure. Donc, tout ceci, hein, tout ce que je viens de vous dire, c'est non exhaustif. Il y a des milliers d'outils, de techniques, de bouquins, de blogs, d'articles. Donc, à l'arrivée, c'est plus la curiosité et les passions qui décident de l'avenir d'un gros hacker. D'accord ? Donc, on a fait le tour de la journée d'un gros hacker. J'aimerais bien vous donner quelques petits tips pour comment se lancer en freelance. Donc, pour garder son job, enfin, pas pour garder son job, hein, pour se lancer en freelance, je conseille de garder son job et commencer le freelancing le soir et le week-end afin de tester donc ses offres, ses services, ses business models, ses prix. Vous verrez les business models dans la formation NAIAS. Vous enchaînez les missions one-shot. Donc one-shot, hein, c'est des missions courtes, d'un jour, 2 jours maximum. Ce pas des missions récurrentes. Le but ensuite, c'est d'obtenir de la récurrence de revenus, donc avec des missions longues, souvent plus de 3 mois. Vous essayez toujours d'avoir au moins 3 clients par mois. Inscrivez-vous sur toutes les plateformes freelance juste pour se faire la main. Ça va vous permettre aussi de gagner en référencement. Donc, c'est un peu tout bénef. Après, vous verrez hein, que les prix sont assez cassés sur ces plateformes. Donc, vous, il faudra vous décrocher de cette plateforme un jour ou l'autre. C'est pourquoi vous allez créer un LinkedIn, que vous avez sûrement déjà créé, hein, j'imagine. Vous remplissez votre profil jusqu'à devenir expert absolu. Donc, il faut remplir son profil totalement. Vous mettez des hashtags dans la description de profil. Ça permet d'augmenter votre référencement dans leur moteur de recherche. Et vous allez demander des recommandations écrites et par compétences. D'accord ? N'oubliez pas de vous créer un environnement calme pour travailler. C'est assez important. Ça peut être un bureau, une chambre, un garage. Okay, mais il faut que ce soit calme. Bien entendu, je vous ai donné quelques conseils, mais il y en a plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Et comme ça vous permet aussi de moins prendre de risques, d'accord, cette façon de procéder. Donc, chaque freelance est avant tout, pour moi en tout cas, un entrepreneur. Donc, on va voir ce qui est utile pour devenir entrepreneur. Donc, qu'est-ce qui est utile pour devenir un entrepreneur? C'est, pour moi, hein, l'état d'esprit, l'envie, la résilience. Donc, ça, c'est un beau mot, on va dire en synonyme, c'est la volonté, la persévérance, surtout savoir se relever. Parce que la persévérance, parfois, c'est un peu mauvais dans l'entrepreneuriat. On a la tête dans le guidon et on oublie tout, donc c'est pas forcément une bonne chose. Savoir déléguer, très important. Pour savoir déléguer, il faut quand même connaître les notions de base avant de déléguer quelque chose. Si vous voulez déléguer du référencement organique, il faut connaître les notions de base en référencement organique. D'accord ? Si vous voulez déléguer un site internet, il faut connaître les notions de base en HTML, etc. et CSS. Sinon, vous allez tout simplement vous faire arnaquer. D'accord ? Il faut avoir une bonne organisation, avoir confiance en soi. La confiance en soi, ça s'acquiert au fil des clients, en fin de compte. Il faut croire en son projet. Devenir autodidacte, ça va être obligatoire. Être curieux, se former régulièrement, d'où l'autodidaxie. Utiliser le process test and learn. On teste et on apprend, on teste et on apprend. Ce qu'on appelle aussi la roue de Deming, hein. Plan, do, check, act. Planifier, faire, vérifier et agir. Ou PDCA dans certaines boîtes de finance aussi. Et avoir un budget de départ, bien entendu, pour ces projets, 1 000 € par projet. Voilà, on n'est pas dans l'entrepreneuriat d'il y a 20-30 ans où il fallait hypothéquer sa maison. Il faut 1 000 €, 1 000 € pour commencer son site internet, pour commencer sa petite landing page, etc. Pour tester l'idée, en tout cas. Donc, s'essayer à l'entrepreneuriat pendant votre période de chômage permet de prendre peu de risques. Même si vous êtes à la recherche dans l'emploi, tentez d'entreprendre en attendant de trouver un CDI. Chaque expérience est bonne à prendre et la fibre entrepreneuriale est très bien vue par les recruteurs. Donc, c'est pourquoi je vous conseille, si vous êtes au chômage, d'entreprendre quoi qu'il arrive. Vous allez vous former. Donc, maintenant, voyons les avantages et les inconvénients d'être entrepreneur freelance. Donc, les avantages, être son propre patron, bien entendu, liberté d'emploi du temps et d'organisation, liberté de travail, de lieu de travail, choisir avec qui vous souhaitez travailler, l'absence de routine, la rémunération, donc, travailler plus efficacement, vu que vous n'avez plus de N+8, le chiffre d'affaires pouvant augmenter très rapidement. Les inconvénients, chaque client est en réalité un patron. Donc ça, on ne le sait pas au début, mais en fin de compte, on se dit je vais devenir entrepreneur freelance, je n'aurai pas de patron. En fin de compte, vous avez plein de patrons. D'accord ?
Pas de mission, pas de rémunération. Donc ça, c'est clair. L'emploi du temps extensible, parfois on ne compte pas ses heures, hein. On peut faire des nuits blanches. Absence des avantages offerts aux salariés par leurs entreprises, tickets resto, assurance maladie et tout ce qui est régimes spéciaux. Ça, ça va être à vous de vous débrouiller pour chercher des assurances privées, etc. Et le chiffre d'affaires, bien entendu, qui peut diminuer très rapidement. Très, très rapidement. Donc, on passe aux questions. Alors, je vais voir si vous avez déjà posé des questions. Oui, il y a certains livres qui sont en français. Un web marketeur peut devenir GH par de l'auto-formation, 80% des connaissances sont acquises. Alors non, non, hélas, pas 80%. Un web marketeur, comme je disais tout à l'heure, il est plutôt sur soit de l'acquisition de l'activation, soit de l'awareness et de l'acquisition. Tout dépend de sa mission, mais il est rarement sur de la rétention. Il fait rarement de la fidélisation, par exemple. La recommandation, il n'y touche pas. Son but, c'est pas forcément d'optimiser le revenu. Voilà, c'est d'être data-driven souvent, donc data-driven marketing, le marketing drivé par les données. Mais non, c'est un web marketer, on peut dire qu'il a, 33% des connaissances qui sont acquises. Mais maintenant, il faut qu'il rajoute des briques du X, donc d'expérience utilisateur. Il faut qu'il rajoute des briques de développement, un peu de script, par exemple. On n'est pas obligé de savoir coder en tant que gros hacker maintenant, parce qu'il y a des outils voilà, qui nous aident, comme GitHub, par exemple. Vous pouvez trouver des bouts de script un peu partout. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être développeur, mais il faudra au moins qu'il soit T-shape. D'accord? Donc, il faut regarder le T-shape et voir si vous avez assez de compétences, par exemple, en lead generation, ce genre de choses. Ce qui n'est pas l'apanage d'un web marketer, par exemple. Ok, ça j'ai déjà répondu. Ok. On peut se former au growth hacking quand on est au chômage. Pôle emploi connaît cette nouvelle dynamique et connaît le besoin. Et Lyon. Alors, on peut se former au growth hacking quand on est au chômage. Oui, oui, bien sûr, hein. On peut se former. Pôle emploi connaît cette nouvelle. Non, Pôle emploi, je ne pense pas qu'ils connaissent cette nouvelle dynamique et ils connaissent le besoin. À l'arrivée, le growth hacking, c'est, comme je vous ai dit, un terme, il a été inventé en 2010, mais ça existe depuis 97. Le premier gros hack répertorié. Mais si on réfléchit bien, ça vient de la communication moderne, donc de l'époque de la série Mad Men, que vous connaissez sûrement, donc des publicitaires en 70 qui ont créé Boston Consulting Group, par exemple, qui ont créé les méthodos brainstorming, ce genre de choses. Donc, ça fait des années que ça existe. En fin de compte, le gros hacking, le seul problème, c'est que c'est un buzzword. C'est-à-dire qu'en 2012-2013, il y a eu beaucoup de consultants en communication qui, du jour au lendemain, sont devenus gros hackers. On ne sait pas pourquoi. D'accord? On sait pourquoi, en fin de compte. Hein. C'est tout simplement parce que c'était attractif. Mais ce n'étaient pas des gros hackers, c'était des consultants en communication. Beaucoup de web marketeurs sont devenus gros hackers du jour au lendemain. Mais ils n'avaient pas l'état d'esprit et les process dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le pirate funnel, par exemple, ils ne l'utilisent pas. Ce ne sont pas des gros hackers. Et Lyon, j'ai pas compris. Et Lyon, c'est peut-être la formation à The Family. Donc, c'est une formation. L'anglais est-il primordial pour ce métier? Non, je comprends l'anglais, je ne le parle pas forcément. Faut que je sois dans un pays anglophone pendant 1 à 2 semaines et après je commence à parler anglais. Donc, c'est pas primordial. Que penses-tu de Rocket School? C'est une école plus de développement informatique. Donc, je n'ai pas mis un pied là-bas, donc je ne sais pas. Par contre, j'ai eu des bons retours donc en école d'informatique. Dans quel cas s'utilise le HTML et le CSS? Pour créer un site internet, par exemple, ou une application. Avez-vous des entreprises qui recrutent en alternance? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas d'entreprise qui recrute en alternance. Je sais que dans le réseau Naya, c'est des entreprises qui recrutent en alternance. Pour un débutant, quels conseils donnez-vous? Les derniers conseils que je vous ai mis sur les slides. Hein. Donc, pour un débutant, hein, devenir entrepreneur et freelance, comment se lancer? C'est ça mes conseils. Alors, quid de la rémunération d'un gros hacker? Excusez-moi, il y a un petit souci, je crois. Je vais vous le remettre. Quid de la rémunération d'un gros hacker? En fait, tout dépend. Si vous êtes sur des missions one-shot, vous allez être bien payé, mais une fois, un jour ou 2 jours dans le mois. Donc, à l'arrivée, et ça se trouve, vous allez être payé 1 ou 2 fois, mais sur 3 mois ou 6 mois. Donc, vous n'êtes pas très gagnant. Ça peut aller de 250 à 1500 € au jour, 2000 € au jour. Il y en a certains qui font 2000 €.
mais la plupart du temps, ça va jusqu'à 1 500 € au jour. Et en termes de CDI, dans les startups, la plupart du temps, bah, là aussi, ça va dépendre. Si vous êtes chef de growth, donc head of growth ou growth manager, vous n'allez pas avoir le même salaire qu'un growth marketer, par exemple. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous allez aux États-Unis, c'est salaire à 6 chiffres l'année. Donc, voilà, même travailler dans une équipe de growth, ça peut être super intéressant. Pôle emploi ne connaît pas les métiers du marketing digital, c'est une des raisons de cet événement. Oui, effectivement, effectivement. Quel salaire en général en entreprise? Comme je vous ai dit, c'est salaire à 6 chiffres. Après, pas en France. D'accord? Ça, c'est si vous allez aux États-Unis. En France, un gros hacker lambda, il est payé dans les 50 000 € l'année. D'accord? 50, 60. Mais tout dépend encore de l'expérience. Si c'est un head of growth ou si c'est un gros marketer ou si c'est un stagiaire, gros hacker. Voilà, le salaire, en fin de compte, ça change pas mal. Selon vous, comment va évoluer ce métier? Pour moi, ce métier, en fin de compte, il évolue tellement que là, là, de plus en plus, on prend des branches du product owner. Donc, il y a un autre métier, un chef de produit, de product owner et du UX designer, de plus en plus. Parce que, comme je vous disais, on est plus sur les ressentis, les comportements, analyser les comportements, la psychologie des utilisateurs. Donc là, ça évolue plus dans ce sens-là. Ça suit vraiment la transformation numérique, en fin de compte. Vu qu'on est obligé d'avoir un scope ultra large, on est obligé de suivre la transformation numérique. Peut-on récupérer tes slides? Oui, je crois. Elles seront téléchargeables, effectivement. Ou revoir ma vidéo. Ma vidéo, vous pouvez la revoir sur la chaîne YouTube ou sur le site de Nayas. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Avez-vous d'autres questions? Moi, je peux rester pendant encore 2 heures, hein, 2 heures et demie, donc vous avez le temps? Non? Ok. Attends, je regarde si j'en ai loupé une ou pas. Non, je ne crois pas. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Surtout, et je vous mets juste ça. Voilà, je vous mets juste ça. Alors, j'ai une autre question. Site pour nous aider sur le freelance, admin et co. Donc effectivement, oui, vous avez Malte, Yos et énormément d'autres plateformes. Après, ça ne va pas forcément vous aider. Allez regarder plutôt les blogs et les sites internet que je vous ai mis dans la présentation. D'accord? Vous téléchargez la présentation et vous allez sur ces blogs. Ça va vous aider énormément. Où je me vois dans 5 ans? Où je me vois dans 5 ans? En fait, j'ai plein de projets. Donc, vous voyez le petit tableau derrière. Il y a peu de post-it parce que j'ai fini mes tâches. Mais je me vois, marié, 2 enfants, une maison, un chien. Non, bon, pas de chien. Mais plus sérieusement, voilà, avoir des parts dans quelques entreprises. Et surtout, moi, je veux devenir un investisseur. Parce que je pense que j'ai le pif sur certains projets. Et j'aimerais bien investir de l'argent dans des projets. Donc moi, mon but, en fin de compte, c'est de gagner de l'argent avec le gros hacking, de créer mes projets avec le gros hacking, grâce à l'argent gagné avec le gros hacking, et gros hacker mes projets, et ensuite faire qu'un de ces projets explose. Et quand il aura explosé, j'investirai dans d'autres projets. D'accord? Nolwenn, ok. Merci beaucoup. Comment on télécharge les slides? Restez en contact. Alors, sur le site de Nayas. Sur le site de Nayas, vous allez pouvoir télécharger les slides. Pas d'autres questions? Je vous laisse tranquille? Oui? Bon, ok. Bon, merci à vous. Merci beaucoup, hein, en tout cas, de m'avoir écouté. Très bonne question aussi. Donc, n'hésitez pas à me reposer des questions, hein, pour plus tard. Il n'y a pas de souci. Et la présentation, vous avez tous les liens. Ce qu'on va faire aussi, ce qu'il faut que je vous dise, c'est vous allez retrouver les prochains intervenants, hein. C'est pas fini, la quinzaine des métiers. Donc, les webconférences, vous avez Marie-Lou Carcref, experte SIA, jeudi 29 à 12h30. Vous avez Yann Davaille, média trader, mardi 3 septembre à 13h. Responsable marketing digital, Grégor Labalestra, mercredi 4 septembre à 12h15. Bilker Diakate, expert web analytics, jeudi 5 septembre à 12h15.
Et pour finir, Brahim Yahya, vendredi 6 septembre à 13h, expert mobile marketing. Ok. Bah, merci. Et voilà mon LinkedIn. Merci Cindy. Merci à vous et à très bientôt. À très vite. Ciao.